bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anna Barbé, je suis coordinatrice de la mission diversité et inclusion de la ville. Donc on co-organise avec ma collègue Émilie notamment le mois des fiertés. Et donc je vais laisser nos partenaires de monde entier, donc Michel, se présenter et ensuite nos intervenantes aussi se présenter rapidement. Donc, je suis Michel Juncker, je suis responsable de l'action culturelle à l'Humathèque du campus Condorcet. On organise des expositions, des projections de films et des présentations de livres. Donc là, c'est la première vraie collaboration qu'on a avec la ville d'Aubervilliers. Et on en est vraiment très contents, je pense que c'est vraiment le début. Et cette semaine, en fait, nous avons, outre les projections, alors qui ont bien rapport avec le mois des fiertés, demain, le mercredi, on a une fin de semaine qui est dédiée au Burkina Faso. Donc on a une exposition sur les Bougouba et on a 3 spectacles de KPG, qui est un conteur important du Burkina Faso. Et donc il y a un spectacle jeudi soir à 19h au centre des colloques ouvert à tout le monde. Vendredi c'est plutôt pour les scolaires. Donc voilà, j'ai fait un peu la pub, mais je n'aurais pas pensé à la fin, donc je sais pas. Ça fait partie du jeu. Bonjour, je suis Sarah Daminte, je viens de la Guadeloupe. J'ai été sportive, j'ai oublié, je suis retraitée. J'ai été sportive, je suis sportive pendant une vingtaine d'années à l'épée. Je suis par contre pour le coup double champion du monde des médailles olympiques. Aujourd'hui, je me suis reconvertie dans la tech, dans la data, parce que pour moi, il est aussi important de participer à l'élaboration, à la production d'algorithmes qui n'invisibilisent pas les profils qui font partie de la société de tous les jours. Voilà. Et voilà, je suis en train de monter aussi une école justement sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc je vais régulièrement dans des collèges et des lycées. Et puis depuis peu, donc du coup justement accompagné en plus par le groupe qui m'a contacté, donc c'est plutôt cadeau. Voilà. J'ai eu un peu peur. Donc moi je m'appelle Louise Desjean, je suis sociologue chercheuse associée au service Centre de recherche sur les liens sociaux. Je travaille sur la question des LGBT-phobies même depuis mon master en réalité, mais par différentes portes d'entrée. Donc ma thèse, je l'ai réalisée sur les résistances militantes à la reconnaissance légale de la parentalité homosexuelle. Donc j'avais mené une recherche auprès de la Manif pour tous, qui était à l'époque la principale force d'opposition à la loi mariage pour tous. Et puis après, j'ai continué en post-doctorat sur la thématique des LGBT-phobies, mais cette fois-ci sur le terrain du sport. Donc c'est de ce terrain-là que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, et sinon je suis enseignante contractuelle actuellement à l'Université Paris-Est Créteil. Voilà. Merci. Du coup, pour dérouler la table ronde, là, on va avoir une demi-heure d'échange. Ensuite, on a aussi le plaisir d'accueillir Lara Bakesh de la mission égalité citoyenneté du département, qui va nous présenter les dispositifs aussi du département en termes de lutte contre les LGBT-phobies dans le sport. Et il y aura 30 minutes d'échange avec vous pour vos questions. Donc, pour commencer, les violences LGBT-phobes, elles sont en constante évolution en France, mais notamment aussi dans le milieu sportif, qui n'est pas épargné. Donc Louise, vous avez fait une recherche justement sur les LGBT-phobies dans le sport pour l'INJEF, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et en fait, vous avez été dans 2 associations sportives de Paris et du 93, de boxe et d'escrime. Donc vous avez interviewé des personnes licenciées et ce qui est ressorti finalement, c'est que l'homosexualité, c'était pas un sujet et que les personnes interrogées, elles n'avaient pas directement été témoins de violences homophobes, que c'était pas forcément dans leur club, c'était plutôt dans un temps passé, mais plus maintenant. Et qu'il y avait globalement un discours de tolérance dans les associations. Du coup, par rapport à ce discours officiel, comment ça se manifeste concrètement les LGBT-phobies dans le sport? Alors, ce que vous nous dites aussi, c'est que historiquement, le milieu sportif, c'est quand même un milieu très sexiste et homophobe. Oui, alors effectivement, ce que je cherchais à faire avec cette enquête, c'était interroger l'héritage sexiste et homophobe dont vous parliez,
Il faut savoir effectivement que pendant très longtemps, les femmes ont été exclues du milieu sportif. On a à peu près 100 ans de décalage pour le sport de haut niveau entre les femmes et les hommes. Pierre Coubertin disait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais que voilà, le rôle des femmes devait être a priori de couronner les vainqueurs et que du coup le véritable héros olympique c'est l'adulte mâle individuel. Donc voilà, on part quand même de loin. Les choses ont évidemment changé, mais voilà, cet héritage quand même reste prégnant aujourd'hui. Et pour ce qui est de mon terrain, effectivement, à première vue, quand j'ai abordé le sujet LGBT dans du coup, ces deux sections de boxe et escrime auprès des licenciés et également des entraîneurs, ce qui est revenu, c'était des discours d'acceptation, de tolérance, qui manifestent surtout, il faut voir par-delà ces discours de tolérance, parce que on est quand même dans un moment de démocratisation de la lutte pour l'égalité des minorités sexuelles et des minorités de genre. On a des événements comme aujourd'hui qui s'organisent. Et on est arrivé à un point un peu, ce qu'Éric Fassin appelait le renversement de la problématique homosexuelle vers homophobe, c'est-à-dire ce moment où en fait, la question qui va être posée à la société ne va plus être celle de savoir qui est l'homosexuel, pourquoi l'homosexualité, mais plutôt qui sont les homophobes et pourquoi. Non pas que l'homosexualité soit devenue la norme, mais en tout cas l'homophobie a cessé d'être considérée comme normale. Et l'homophobie est devenue d'une certaine manière défiante. Et donc il y a une intériorisation assez forte de ce stigmate, de cette importance de montrer qu'on est attaché à l'égalité entre les genres, entre les minorités, entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Et effectivement, on n'a pas envie de se montrer homophobe. L'homophobe, ça va être toujours quelqu'un d'autre. Les jeunes vont dire que c'est les plus âgés vont dire que c'est dans d'autres générations, dans d'autres clubs, les sports individuels vont dire que c'est les sports collectifs, enfin voilà. Va toujours rejeter l'homophobie ailleurs que chez soi. Malgré tout, on arrive quand même à identifier une gêne qui va se caractériser, alors que j'ai plus identifié, alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'homophobie, attention, dans les classes populaires que dans les classes supérieures, ça j'y reviendrai peut-être si j'en ai l'occasion plus tard, parce que oui, je fais une petite aparté, l'une des problématiques de cette recherche, à la base, c'était de s'interroger sur la distribution sociale de l'homophobie. Parce qu'il y a un peu ce préjugé quand même qui circule selon lequel il y aurait plus d'homophobie dans les classes populaires que dans les classes supérieures, où les classes supérieures seraient culturellement éclairées, naturellement progressistes et ouvertes sur ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que j'ai mené cette enquête dans deux terrains économiquement fragilisés et avantagés pour justement voir si c'était le cas ou pas. J'avais comme hypothèse le fait qu'on trouvait de l'homophobie partout, parce que j'avais déjà pu identifier que l'homophobie avec mon terrain de thèse ne se limitait pas qu'aux classes populaires, mais j'ai voulu voir ce qu'il en était spécifiquement dans le milieu du sport. Et on trouve des manifestations de gêne peut-être un petit peu plus fortement visibles dans les classes populaires, mais ça ne veut pas dire, encore une fois j'y reviendrai, qu'on n'en trouve pas dans les classes supérieures. Mais donc ça se manifeste par de la gêne, des difficultés à dire le mot, ne serait-ce que prononcer le terme homosexualité, ce qui peut traduire le fait que ce soit un terme chargé négativement, et aussi le fait qu'on a peur d'apparaître discriminant. Et ça manifeste aussi le fait que ces entités sont éloignées en fait, de l'homosexualité, qui ne la connaissent pas vraiment. Également beaucoup de blagues qui sont considérées comme normales, des blagues sur l'homosexualité supposée d'un membre de la salle de boxe ou d'escrime. Ce sont des blagues qui font quand même plutôt rire, que j'ai aussi pas mal identifié effectivement là plutôt dans les classes populaires urbaines où il y a une forte culture de la vanne. Des plaisanteries qui sont faites dans le dos qui ne sont pas jugées problématiques également.
Et un usage, alors toujours des termes comme IPD ou tapette, voilà, des insultes qui est toujours quand même assez fortement banalisé, qui est considéré comme normal et qui va à la fois servir à marquer son appartenance au groupe de référence des hommes, à s'éloigner, à se rapprocher, on va dire, de la masculinité telle qu'elle devrait être la masculinité hégémonique dans le milieu du sport. Et du coup, ça impose une présomption d'hétérosexualité. Puisque j'ai un guide qui me disait qui va oser dire ensuite moi je suis PD en fait depuis autant d'années. Donc ça rend difficile dans ces conditions-là les coming out et alors je ne sais pas combien de temps j'ai encore à peu près. Une minute. Parce qu'il y a deux choses importantes. Ça rend les coming out difficiles et ça on le voit notamment par l'invisibilisation des hommes gays qui est assez forte et qui est plus forte que chez les lesbiennes. Je ne vais pas expliquer ici tout de suite pourquoi, parce que j'aurai pas le temps, mais voilà, on remarque qu'il y a quand même une forte différence entre la visibilisation des gays et des lesbiennes dans l'espace du sport. Et deux dernières choses, des préjugés, des stéréotypes qui sont assez forts encore, des préjugés sur une homosexualité masculine qui serait fragile, des personnes qui seraient naturellement vulnérables et fragiles, également sur une homosexualité prédatrice, l'image un peu du séducteur qui viendrait dans les vestiaires pour séduire. Et dernier point, une approche de l'homophobie qui est très réductrice, avec l'idée que je ne suis pas homophobe parce que personne n'est homophobe dans la salle parce que personne refuse de lui parler, personne en gros n'est violent ou n'ostracise une personne homosexuelle. Donc c'est pas une homophobie pensée dans le sens de l'hétéronormativité qui consiste à penser qu'il y a une hiérarchisation des sexualités dans la société et qui sanctionne aussi des pratiques qui sont éloignées de son identité de genre. En gros, dans l'hétéronormativité, on a à la fois une production sociale d'une hiérarchisation des sexualités et en même temps un ordre obligatoire entre l'identité de genre et l'expression de son genre. Et c'est pas du tout de cette façon-là qu'est conçue l'homophobie chez ces enquêtés. C'est vrai que la présomption d'hétérosexualité est présente partout, en fait, dans nos vies, quels que soient les secteurs, le travail, le club de sport, elle est présente partout. C'est vraiment une idée que être hétérosexuel, c'est censé être la norme, vraiment l'idéal, ce qui est assez fou, on est quand même en 2024 encore aujourd'hui. Et c'est vrai, Louise, quand elle parlait, en fait, je me renvoyais à dos sur quand même beaucoup de TK. En plus, les interrogés sont escrimeurs et pratiquants de boxe, c'est ça? Boxeuse, bon. Et c'est vrai, on ne parle pas trop d'homosexualité. On ne dit rien, mais finalement, les comportements, une fois qu'on sait qu'une personne est homo, ou qu'elle a été aussi artée, généralement, c'est plutôt quelque chose assez violent, parce que c'est pas un choix, c'est pas quelque chose que vous avez, dont vous êtes la personne responsable. Même si les mots ne sont pas là, ou les plaisanteries, justement, t'en parlais, les espèces je pense que ça reste toujours des insultes ou des propos un peu homophobes qui sont cachés derrière des blagues, parce que ça reste une blague. Mais en fait, au final, ce sont surtout les comportements en fait, qui changent. Moi, j'ai été heurtée assez violemment par les parents de ma première copine, je vais avoir 18 ans, c'était vraiment hyper violent. Et suite à ça, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que mes partenaires en équipe de France, enfin mes coéquipières, avaient un comportement un peu différent et que on se prenait un peu moins dans les bras et qu'on était un peu moins solidaires ensemble. Et en fait, j'ai arrêté de me faire des films et c'était en fait vraiment ça. J'étais un peu mise de côté
par rapport à ça, donc quelque chose en plus que je n'avais pas vraiment décidé en soi. Et puis je pense que le pire, enfin, pour moi, la pire violence silencieuse, vraiment, parce qu'elle est silencieuse pour le coup à ce moment-là, c'était le vestiaire. À supposer que vous êtes homo, alors je suis assez cru, hein, mais en temps normal, d'habitude, dans le vestiaire, on se parle à poil. Hein, concrètement, on se connaît depuis quasi depuis 20 ans, on connaît nos vies, les vies de nos partenaires par cœur. En fait, on se connaît même plus que les partenaires eux-mêmes de nos collègues, partenaires de vie. Et en fait, à partir de là, il y a des comportements qui ont changé. Il y a des filles qui se changeaient pas trop devant moi. Donc pendant un moment, j'ai arrêté d'aller dans le vestiaire les premiers temps. Et puis je me suis dit, bon, je vais avoir peut-être 19 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, non. Il faut aussi prendre position et faire comprendre que finalement, c'est pas parce qu'on est homo, enfin moi, c'est pas parce que je suis lesbienne que je vais sauter sur toutes les femmes qui sont que je vais croiser. C'était quand même du taf. Sur toutes les femmes que je vais croiser, et puis même, en fait, ça casse une espèce de confiance, en fait, un rapport, on partage une relation, en fait, qu'on a travaillée, qu'on a produite ensemble, et par-dessus tout, moi, c'est aussi une question d'ego, en fait, finalement, parce que je suis homo, la meuf en question dans le vestiaire suppose que je vais lui sauter dessus, donc il y a aussi cette question d'ego et de se dire que je suis quelque part irrésistible, à tel point que toutes les femmes et tous les hommes craquent quand je passe. Enfin, vous me prenez pour qui, quoi? Et moi, les premiers temps, enfin, l'homosexualité, ça a été quelque chose assez compliqué. Déjà, je viens de la Guadeloupe, une île où apparemment il n'y a pas de mots. Donc c'était aussi. Enfin, moi, j'avais aucune représentation, que ce soit en Guadeloupe ou quand je suis arrivé en équipe de France. Il n'y avait aucun athlète homo, que ce soit dans les gymnases, sur la piste. Enfin, c'était assez violent, ça aussi, parce que finalement, quand on est ado et qu'on se rend compte qu'on est la seule, en fait, on se sent hyper différent, en plus de notre différence elle-même, et on a l'impression d'être bizarre, d'être étrange au final. Et ces mots ne sortent pas, mais les comportements, finalement, même physiques, le regard, et puis les non-sélections aussi parfois, on sait d'où elles viennent, finalement. Donc, bon, je ne suis pas censé prendre la parole, mais je vais quand même rebondir dessus. Moi, je voulais demander par rapport justement au fait avec lequel vous avez été invité, mais avant et quand on est homo, comment on se comporte pour ne pas se faire. Est-ce qu'on a intégré des comportements pour ne pas être repéré? Parce que même dans votre enquête, il y a très peu de gens qui se disent homo dans le sport, donc, du coup, mais il doit bien y avoir autant qu'ailleurs, autant qu'à la Guadeloupe et autant que. Comment ça se passe en fait Moi, je peux pas dire comment ça se passe parce que justement, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer juste une femme lesbienne qui a accepté de me parler, mais j'ai pas pu directement. C'est bien la preuve qu'il y a des LGBT-phobies, puisque, mon observation, c'est de me dire, bon, dans la population générale, quand même, l'orientation homosexuelle existe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait aucun homosexuel sur le terrain du sport. Donc, soit il y a une barrière à l'entrée qui fait que ils n'y vont pas parce qu'ils se disent qu'ils n'y ont pas leur place, soit il y a une sortie, soit il y a des stratégies de dissimulation. Mais du coup... Effectivement, en fait, il y a des homos partout, comme il y a des hétéros partout d'ailleurs, en fait, c'est juste une... c'est étrange, mais au final, tout comme au boulot d'ailleurs, on y est... je pense qu'il y a des gens, et vraiment j'ai pas de jugement là-dessus, parce que je pense qu'on fait comme on veut, mais aussi surtout comme on peut, déjà par rapport à notre environnement professionnel, notre environnement familial, par rapport à notre environnement même financier, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de jugement à avoir sur les décisions ou pas que prennent les gens là-dessus, de s'afficher ou de s'affirmer. Pour autant, oui, dans le sport, tout comme dans le métier, dans le taf, la tech ou autre, il y a des gens qui font le choix effectivement d'être invisibles pour éviter les moqueries, pour éviter les insultes, mais aussi pour accéder à des promotions par exemple. Moi, très jeune, je me suis effectivement posé des questions et puis surtout, il y avait, comme je le disais, aucun sportif homo, aucune sportive homo et vraiment j'avais l'impression d'être la seule, c'était vraiment dérangeant parce que c'était encore une période où je me posais beaucoup de questions. Et à un moment donné,
quand j'ai été heurtée violemment, au bout d'un moment, j'ai vraiment fait le choix voilà, de m'affirmer, parce que j'avais besoin d'être pleinement moi, déjà pour moi, mais en plus pour être aussi performante aussi dans mon sport. Et ça passait effectivement par être avec ma copine, en compétition, en stage, etc. Mais dans beaucoup de sports, même encore actuellement, je connais des athlètes qui fassent du rugby, du basket, du hand, ou du sport de boxe, ou enfin, de combat ou individuels qui sont homo et dont on n'a pas connaissance ouvertement. Après, bon, je suis peut-être extrémiste aussi là-dessus parce que justement, j'ai été invitée contre mon gré, mais moi je suis contre en fait le coming out. Parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis hétérosexuels, hommes et femmes, et j'en connais aucun qui a eu à faire son coming out hétérosexuel. Juste sur le principe, imaginez, bonjour papa, bonjour maman, je suis hétérosexuel, c'est complètement absurde. Et on est en fait dans cette société où on se sent obligé de faire ça. Aujourd'hui, moi, je comprends encore l'importance de ce coming out pour certains. Mais moi, c'est quelque chose que je refuse de faire. Quand je suis dans une entreprise, voilà, je m'appelle Sarah, je parle de ma meuf directement, tout comme mes collègues parlent de leur famille, leurs enfants, etc. Et oui, je pense qu'on est quelque part, je dis on, même si je ne suis pas totalement concerné aujourd'hui par ça, quelque part obligé de se taire pour soit éviter l'élection en équipe de France, soit, et donc essayer de se qualifier, parce qu'il y a, tout comme dans certains ministères, dans certaines communes, dans certaines entreprises, et aussi dans le sport, il y a des entraîneurs qui sont homophobes. Ça ne peut pas juste être dans les gradins ou des arbitres. Oui, il y a aussi des entraîneurs homophobes, et parfois il est préférable de se taire pour atteindre son objectif. Ça ne passe pas forcément par prendre la parole et pas le pouvoir, mais s'affirmer ou s'afficher. En fait, des fois, il faut aussi... tout un chacun fait le choix qu'il veut, mais des fois, on est obligé de se rendre visible sur ce point-là. Et du coup, donc Sarah, vous parlez des entraîneurs, donc justement, les entraîneurs dans le domaine de l'escrime, les maîtres d'armes, Louise, dans votre enquête, vous dites que même si officiellement ils adhèrent à une culture de l'égalité qui perpétue un climat hétéronormatif, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors, déjà, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on voit que dans les discours, il y a un attachement très fort de la part des maîtres d'armes, je ne sais pas si tu me confirmeras, au sujet de l'égalité entre les sexes. C'est un milieu quand même, l'escrime, historiquement, est quand même un sport très bourgeois, voire aristocratique. Et encore aujourd'hui, on a quand même une grande majorité de pratiquants des milieux classe moyenne supérieure. Même dans l'association, dans le 93 où j'ai enquêté, les milieux n'étaient pas des milieux populaires. Ce qui était assez étonnant d'ailleurs. Donc, c'est très caractéristique des classes moyennes supérieures que de se dire attentif à la déconstruction des stéréotypes de genre et attaché à l'égalité femmes-hommes. C'est aussi assez intéressant de voir que les masculinités que j'ai pu apercevoir sont parfois des expressions de genre avec une virilité un peu moins exacerbée que ce que j'ai pu voir dans la boxe, par exemple. J'ai pu voir parfois, peut-être pas du côté des maîtres d'armes, mais du côté des escrimeurs, parfois des hommes porter des bijoux, mettre des tenues un petit peu plus moulantes. Donc quand même quelque chose d'assez distinct de ce que j'ai pu voir en boxe. Et donc à première vue, on pourrait se dire voilà, c'est un milieu où les LGBT-phobies n'ont pas leur place et où le sexisme n'a pas sa place. Mais tout de même, en fait, quand je parle de climat hétéronormatif, c'est parce que, alors déjà, il y a, en termes numériques, il y a une écrasante majorité d'hommes, pas seulement chez les maîtres d'armes, mais aussi dans les postes de direction, dans les associations, et chez les maîtres d'armes également. Enfin, les maîtres d'armes femmes, bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc déjà, ça signifie quelque chose. Et puis ensuite, sur les modalités pédagogiques, alors, ils vont avoir tendance à, ça dépend des fois, mais ils vont se dire attachés parfois à la question du genre. Mais du coup, ils reproduisent souvent des stéréotypes de genre. Par exemple, ils vont entraîner les femmes et les hommes de façon différente.
Les femmes, ils vont considérer, il y a un côté un peu psy, où ils vont être attentifs à leur psychologie, ils vont vraiment les accompagner de façon individuelle, s'adapter à elles, alors que pour les hommes, ça va être, je pense à un maître d'armes qui me disait, voilà, les hommes, il faut les bousculer, quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça marche, même si ils voyaient bien que ça ne fonctionnait pas avec quelques cas, ça ne remettait pas en question l'idée selon laquelle les hommes, il faut faire comme ça, les femmes, il faut faire comme ça. Et c'était lié à des stéréotypes voilà, très, très classiques, ou par exemple faire des prescriptions, ce que un autre maître d'armes appelait des prescriptions de compensation, le fait de dire qu'une femme allait avoir 2 points en plus quoi qu'il arrive parce que c'était une femme par rapport à un homme. Et c'est justifié en disant que oui mais les hommes sinon ils ne tirent pas aussi fort parce qu'ils sont sexistes, ils ne tirent pas aussi fort contre des femmes. Sauf que voilà, pour certaines femmes c'était mal pris parce que ça ne tenait pas compte de leur niveau réel d'escrime. Et certaines femmes ont des niveaux meilleurs que certains hommes, donc du coup voilà, ça n'avait pas de sens. Et puis dernier point, il y a aussi des styles, des genres d'escrime selon des styles d'escrime selon le genre, voilà. Où ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup entendu, que moi je ne vois pas parce que je ne suis pas escrimeuse, mais il y a quand même une escrime masculine, et c'est impulsé par les maîtres d'armes, qui va être beaucoup plus dans l'explosivité, la force, la rapidité, la puissance, et une escrime féminine qui va être considérée plus... c'est toi qui me disais la dernière fois, le beau geste aussi, mais sur l'esthétique, une escrime un peu plus lente, plus fine, plus esthétique. Et lorsqu'un homme a un jeu qui ressemble plus à un jeu associé au féminin, on va beaucoup plus le stigmatiser qu'à l'inverse, lorsqu'il y a une transgression des normes de genre de la part des escrimeuses. Lorsqu'elles vont tirer comme un bourrin, on va leur dire qu'elles tirent comme un bourrin, on va leur dire comme ça, mais ce sera jugé quand même moins problématique qu'un escrimeur qui fera l'inverse et qui sera accusé de tirer comme une fille. Donc on réaffirme quand même un ordre de genre assez traditionnel avec ce qu'on appelle en sociologie une complémentarité asymétrique des rôles de sexe. Donc ça veut dire en gros la ségrégation et la hiérarchisation. Voilà. C'est vrai que l'escrime a encore cette image du sport bourgeois et d'ailleurs c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui amènent leurs enfants, qui inscrivent leurs enfants dans ce sport pour ce côté un peu, pas m'as-tu vu, mais un peu de classe. Ouais, c'est un sport classe, c'est beau et socialement c'est aussi une façon de se distinguer. Je pense que c'est totalement... c'est fou. C'est vrai que le sport aussi, on est dans une espèce, en fait le sport est une bulle en fait de la société, donc n'échappe pas donc à l'homophobie, à l'LGBT-phobie, mais aussi aux questions de sexisme. Et là-dedans, on se retrouve effectivement avec des hommes qui sont très souvent associés à des adjectifs comme fort, puissant, etc. Alors qu'à côté de ça, les femmes sont souvent plutôt pas faibles, mais je dirais les hommes en hommes, impressionnants et en hommes, les femmes plutôt vulnérables. Voilà, c'est pour chercher quelque chose de genre-là, avec des qualificatifs ensuite après qui seraient plutôt liés à notre corps en fait, plutôt qu'à notre performance, au détriment vraiment de notre performance sportive. Et parfois même d'ailleurs jusqu'à l'hypersexualisation, honnêtement. Et ce que dit Louise, moi ça m'a fait aussi prendre conscience de certaines choses. En fait, c'est vrai que les maîtres d'armes, la majorité des maîtres d'armes, j'ai été en équipe de France pendant une vingtaine d'années, je connais une seule maître d'armes, une seule femme maître d'armes. J'ai cherché depuis parce que ça m'a quand même beaucoup perturbé. Je n'ai connu que les maîtres d'armes hommes, donc quasi. La chance que j'ai eue, moi, c'est qu'en fait, en Guadeloupe, on s'entraînait les hommes, les garçons et les filles ensemble quand j'étais ado jusqu'au haut niveau. En fait, ce qui est cool là-bas, c'est que notre maître d'armes, pour le coup, nous entraînait, nous les filles, comme il entraînait les hommes, c'est-à-dire comme un athlète, en fait. Donc avec le respect qui va avec, et puis même l'idée du potentiel, en fait, de l'athlète.
Alors qu'en équipe de France, c'est pas quelque chose que j'ai connu effectivement en équipe de France, où quand je suis arrivé en métropole, il y avait vraiment, on s'entraînait ensemble, mais encore une fois jusqu'au haut niveau, parce qu'effectivement les hommes étant forts, ils devaient s'entraîner entre eux, et les femmes de leur côté. Et ça c'est très cliché, mais c'est une vraie réalité pour le coup. Et c'est vrai que... Pardon. Voilà. Désolé. C'est vrai que la chance que j'ai eue de m'entraîner justement avec les mecs en fait en Guadeloupe a fait que finalement j'ai développé une escrime qui était différente de celle des autres filles, qui m'a permis en fait d'être plus forte, de devenir rapidement numéro 1 d'ailleurs en équipe de France, et qui quelque part m'a aussi permis de forcer un peu la main en fait des maîtres d'armes de l'équipe de France, parce qu'ils n'avaient juste pas le choix de me prendre, puisque j'étais à ce moment-là effectivement la meilleure. Et c'est vrai que pendant longtemps, moi c'est pas quelque chose que j'ai vécu justement parce que ado justement j'ai été formé avec des maîtres d'armes qui apparemment ne faisaient pas de distinction vraiment en tout cas je le percevais pas, en tout cas sur le genre. Et ça a été une force pour moi parce que du coup, quand je suis arrivé, effectivement, je me rendais compte, je me perds un peu dans mes propos, mais que souvent, effectivement, les maîtres d'armes avaient tendance à travailler très fort, très physique avec les mecs, parce qu'ils étaient effectivement plus forts, donc une escrime effectivement plus forte, plus puissante, plus physique, et celle des femmes un peu plus technique, effectivement, de beaux gestes, plus technique, plus beaux gestes, en fait, presque vraiment pensée intellectuelle, quoi, parce que juste on n'était pas en mesure, j'imagine, à leurs yeux, d'y mettre un impact physique aussi important que les mecs. Et la chance, encore une fois, que j'ai eue en m'entraînant avec eux, a fait que quand je suis arrivé en équipe de France, j'ai eu des maîtres d'armes qui m'ont dit « Oh, génial, waouh !» En fait, ils ont eu l'impression de se dire, ils se sont dit « Ah, c'est fou, on a une petite pépite, on va pouvoir en faire quelque chose de fou et défoncer tout le monde, quoi, toutes les étrangères. » Alors que si on prend un peu de recul, prenait un peu de recul, ils se disaient bah en fait peut-être que je peux aussi entraîner les autres filles du groupe de la même manière, bah en fait on serait juste numéro 1 mondial, quoi. C'est simple que ça, et puis même au sein de l'estime de soi et de la confiance. Je suis bien réaction un peu vive, mais même au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi, ça aurait eu un impact différent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change de micro. C'est celui-là. Mais c'est stressant. Voilà, je ne sais plus ce que je disais, alors je me perdais déjà un peu. Alors, peut-être qu'il est temps. Désolé, non. C'était là, tout à l'heure quand ça l'a fait, c'était sur le mien aussi. Petit problème technique, on gère tout. Voilà, je me suis perdu, je passe. Moi, je voulais demander, je sais pas, je parle un peu plus loin, moins fort. C'est bon. Est-ce que, en fait, donc les femmes et lesbiennes, c'est du coup une double assignation et, enfin, dans le sport, enfin, comment on gère, est-ce qu'on est doublement discriminé ou est-ce qu'on jongle entre les deux, comment ça se passe? En fait, en plus je suis noire, donc vraiment moi je me suis dit allez c'est bon, on fait un cumul direct. Comme me disait ma mère, d'ailleurs quand elle a su que j'étais homo, elle dit mais tu te crées des problèmes ma fille. Non. Bref. Oui, en fait, ouais, c'est être une femme dans un sport professionnel, c'est oui, c'est compliqué, même encore aujourd'hui, ça veut dire en plus c'est un cercle vicieux, on a pris du retard, tu disais, on a 100 ans d'écart, c'est ça ouais, à peu près. D'écart entre... ouais. Le SWASPI, c'est 2011 pour les femmes. Ça dépend. Ouais, ça prend.
en fait, on n'investit pas dans le sport au féminin. Ça dépend du pays, mais là, je parlais de la France en tout cas. On n'investit pas vraiment dans le sport au féminin. Ce qui signifie que du coup, les femmes sont moins préparées physiquement et même au niveau technique. C'est vraiment un cercle vicieux, c'est vraiment une façon de penser qui est extrême. Après, on nous dit forcément qu'on est un peu moins forte, mais bon, il faut peut-être mettre des ronds et des moyens aussi pour que ça fonctionne. Du coup, comme on est moins forte, on est moins exposé médiatiquement, donc on galère aussi. Moi, pour partir aux Jeux Olympiques, j'ai dû faire un prêt. Et puis derrière, en revenant, en étant médaille olympique, on est des milliards sur Terre, quelques milliers encore à avoir fait des Jeux, il y a encore quelques milliers à être médaille olympique. Les champions de France, il y en a un paquet. En tant que médaille olympique, j'avais le même salaire que champion de France, sous prétexte que j'avais juste la couille, quoi. On se le disait clairement. Et en fait, c'est vraiment une boucle, pas de médiatisation, donc pas de sponsor, donc du coup, on galère pour se financer, du coup, on galère aussi pour s'entraîner pleinement, être au calme, etc., et sereine, donc ça s'arrête jamais. Plus le problème d'homosexualité, enfin le problème c'est pas un problème, mais le problème d'homophobie, en tant que... Et encore, je pense que c'est horrible ce que je vais dire, mais en tant que femme lesbienne, j'ai plus de chances que certains de mes collègues et potes en fait, qui sont gays dans d'autres sports, que ce soit des sports d'équipe ou des sports individuels, parce que la société et toutes les projections, enfin bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais oui, je pense que c'est vraiment une double injonction. Après, encore une fois, je ne juge pas le comportement, les décisions, la posture de chacun. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de dire stop, j'ai eu besoin de m'affirmer. Alors c'est vrai que j'étais aussi numéro 1, j'étais la numéro 1 de l'équipe de France. Je dis pas que c'était plus facile pour moi de le faire, je sais que à ce moment-là, j'avais besoin de le faire. Et comme je n'avais jamais vu d'homo, homme ou femme dans le sport, en fait, quand je me suis affirmée et quand j'ai vraiment, stop, j'ai pas à me justifier, voilà, c'est ma meuf, point barre, je me suis rendu compte, et d'ailleurs des nanas sont venues me voir, des plus jeunes, c'était presque la liberté, quoi, la libération en fait, elles se sentaient plus dans un espace plus safe, pardon, et puis en plus de ça, elles savaient qu'elles n'étaient pas seules, quoi. Donc quelque part, ça libérait aussi un peu les comportements de chacune, même si elles ne se sont pas pour autant révélées aux autres. Donc, femme, noire, homo, c'est un cumul qui fait que si on n'a pas à minima un peu de personnalité, c'est très compliqué. Alors, avant d'ouvrir à vos questions, les politiques publiques quand même peuvent agir dans la lutte contre les LGBT-phobies dans le sport et en général. Donc à l'échelle locale, la ville d'Aubervilliers met en place le mois des fiertés qu'on vous a présenté, mais toute l'année on finance des interventions scolaires dans les écoles, les collèges et les lycées sur la prévention justement, enfin la sensibilisation sur les LGBT-phobies. On fait actuellement, du coup avec Axel Ravi qui est présent, une recherche-action sur le vécu des personnes LGBT habitantes de la ville et on met en place différentes ressources dont le carnet, le livret à qui en parler pour les victimes de violences LGBT-phobes qu'on vous a mis sur les fauteuils. Lara, si tu veux, je vais te laisser la parole pour que tu présentes un petit peu rapidement les dispositifs mis en place par le conseil départemental. Merci beaucoup Anna. Je vais essayer de me placer pour ne pas refaire le bruit. Du coup, je suis Lara Baquet, je suis chargée de mission lutte contre les discriminations à la délégation égalité citoyenneté du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Le conseil départemental est labellisé depuis plusieurs années maintenant égalité professionnelle et diversité, ce qui nous a donné beaucoup de possibilités d'action en interne pour nos agents et agentes, mais aussi qui nous a permis de développer nos actions de politique publique avec une vraie volonté des politiques de pouvoir agir sur des questions de lutte contre les discriminations globalement, mais bien évidemment aussi de lutte contre les LGBT-phobies. Du coup, depuis plusieurs années, on mène des actions autour du mois des fiertés, mais pas que. Des exemples que je peux vous donner d'actions qui sont liées à la question des discriminations
discrimination LGBT-phobe dans le sport. L'année dernière, avec Axel Ravier d'ailleurs, on avait pu faire une table ronde sur la question des LGBT dans les quartiers populaires et comment se mettre en place spécifiquement les LGBT-phobies dans les quartiers populaires. C'est un peu dans le sens de ce que vous pouviez dire tout à l'heure, mais ce qui ressortait beaucoup, c'est que déjà il y avait plus de LGBT-phobie dans les quartiers plus populaires que dans d'autres quartiers. On se souvient de quels quartiers sont partis les manifs pour tous, il faut se le rappeler. Mais que par contre, il y a souvent une invisibilisation des personnes LGBT dans les quartiers, souvent parce que, pas parce qu'on a une homophobie ou des LGBT-phobies qui sont plus fortes, mais parce qu'il y a aussi peu d'échanges globalement sur les questions de sexualité. Et c'est vrai que l'exemple du sport est revenu très souvent dans cette table ronde comme exemple d'endroit où s'exprime le virilisme et les virilités en règle générale, et donc comme endroit où peuvent moins s'exprimer les personnes LGBT. Dans cette table ronde, il y avait Salima Amari, qui est docteur en sociologie au CRESPA, qui a beaucoup travaillé sur les lesbiennes de l'immigration et la construction de soi et relations familiales qu'elles peuvent avoir. Et aussi, c'était assez intéressant de voir comment beaucoup de femmes lesbiennes issues de l'immigration avaient pu se lancer dans le sport comme échappatoire, soit à leur quotidien, soit pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, sortir de leur cercle. Et on avait du coup Axel Ravier et Yanis Kames de l'association Sans Niveau et le Corps qui organise la Pride, et également Anas Daïf qui est journaliste et qui a créé le podcast à l'intersection. Et je vous invite à écouter son podcast parce qu'il y a notamment pas mal de choses sur la question du sport qui reviennent régulièrement. On a une autre table ronde récurrente qu'on peut mener qui s'appelle Genre et espace public, qui est plus axée sur les questions d'inégalité femmes-hommes dans l'espace public, mais qu'on colorise de plus en plus sur globalement les questions de genre. Quand on travaille sur la question de l'espace public et des inégalités dans l'espace public, on se rend très vite compte que en fait, ça touche beaucoup plus de personnes que simplement les femmes. Ça touche les personnes LGBT, les personnes en situation de handicap, les personnes plus âgées, et qu'en fait l'espace public est pensé pour une certaine partie de la population, c'est-à-dire des hommes en règle générale jeunes, souvent blancs, hétérosexuels, et plutôt des cadres. Et c'est du coup des échanges qui sont assez passionnants. On avait thématisé une des conférences en 2022 sur la pratique du vélo, et une autre conférence en 2022 sur la question du sport. Et on se rendait très vite compte que beaucoup d'associations actives sur la question de la place des femmes dans l'espace public avaient aussi une action sur la place des personnes LGBT. Et je pense notamment aux associations qui travaillent avec le roller derby, où souvent c'est des femmes qui organisent des actions dans l'espace public pour se réapproprier l'espace public, et qui sont souvent en fait des associations très queer, friendly en tout cas, et qui mettent en lien les questions d'oppression que peuvent subir les femmes et les LGBT. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des city-stades. Jusqu'à il y a encore peu de temps, les city-stades étaient construits pour vraiment des hommes d'1m80, pas du tout accessibles du coup à une grande partie de la population. Et donc on a eu un gros questionnement au département, parce qu'il y a beaucoup de city-stades dans les parcs départementaux, de comment faire en sorte que ces city-stades puissent être accessibles, qu'on puisse pratiquer le sport dans l'espace public, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, et quelle que soit notre orientation sexuelle, parce que ça on n'y pense pas assez aussi, mais au-delà du mobilier, il y a une question de l'emplacement et du sentiment de sécurité qui est très important. Quand on installe un city-stade entre deux forêts, dans un chemin qui est mal éclairé, etc. Mais en fait, il n'y a que certaines personnes qui vont oser y aller, alors que quand on fait un effort de le mettre dans un endroit qui est visible, qui est bien éclairé, etc., ça nous assure du coup une meilleure pratique pour toutes et tous. Je me dépêche, j'ai déjà trop dit de choses. Le département aussi accompagne de nombreux partenaires associatifs. Donc, il y a des partenaires associatifs qui sont
sont récurrents depuis plusieurs années pour nous, qui sont un peu incontournables. Il y a bien évidemment la Pride des banlieues, qui est un événement très important aussi justement pour redonner de la visibilité aux personnes LGBT dans les quartiers et montrer qu'il n'y a pas plus de LGBT-phobie en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs et que les personnes LGBT ont leur place dans le 93. On a également l'association Contact avec qui on travaille beaucoup, qui fait le lien entre les familles et leurs enfants, donc enfants à tous les âges. Voilà, comme on accompagne aussi les familles, que ce soit au moment du coming out, même si on n'aurait pas besoin de le faire, mais aussi dans les parcours de transition des enfants, et encore une fois, quel que soit leur âge, ou encore SOS homophobie et plein d'autres. Je pense notamment à la STIP, qui est une compagnie théâtre qui accompagne des jeunes vulnérables et voilà, qui a eu l'occasion de monter une pièce de théâtre qui tourne actuellement. Je vous invite à aller la voir. Le département a également un dispositif, on est très content du coup d'être dans la programmation pour Aubervilliers de la caravane de lutte contre les discriminations. C'est la 3e édition cette année. On a commencé mercredi dernier, on va avoir une vingtaine d'étapes dans plusieurs villes du département. L'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants et habitants pour sensibiliser aux questions de lutte contre les discriminations largement et aussi accompagner les personnes qui auraient pu en être victimes ou témoins. Ce qu'on voit beaucoup sur la caravane, c'est plutôt des discriminations en raison de l'origine, du quartier d'habitation ou de la religion, mais les questions de LGBT-phobie reviennent énormément. L'année dernière, on avait une exposition sur l'histoire des LGBT en France qui ouvrait vraiment la discussion et qui permettait vraiment d'avoir des échanges constructifs avec les habitants et habitantes. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de réitérer. Pour revenir sur la question du sport, on a cette année un gros événement sportif quand même en Seine-Saint-Denis. Et donc la question s'est posée pour le département de comment pouvoir agir et de lutter contre les discriminations dans le milieu sportif. Et donc on a quand même peu de marge de manœuvre, on peut se le dire, parce que c'est un événement qui est tellement cadré, organisé par tellement de personnes que c'est pas facile forcément d'avoir une action. Il y a des choses qui se passent du côté du COJO, de la ville de Paris, de la préfecture même, pour s'assurer de réduire un maximum les risques. Mais on voulait aller un peu plus loin et donc on a mis en place une charte qui s'appelle la charte SAFE. L'objectif de cette charte, c'est que n'importe quel événement qui est piloté par le département doit s'engager à permettre à chacun et chacune de pouvoir y participer de manière sereine et inclusive. Et donc on a plusieurs engagements sur cette charte, des engagements de communication, comment est-ce qu'on communique autour de l'événement, comment est-ce que aussi on pense les aménagements, comment est-ce qu'on pense la programmation pour qu'elle soit la plus représentative possible, comment est-ce qu'on pense l'aller et le retour de l'événement, ce qui est souvent oublié, mais voilà, un événement il ne peut pas être accessible s'il n'est pas accessible en transport en commun, s'il est dans un lieu avec des escaliers, ou comme je disais, s'il n'y a pas de lumière le soir quand on repart. Et donc voilà, c'est une charte qui a vraiment des objectifs, des engagements qui ont pour but de nous accompagner les directions dans la mise en place de ces événements. On fera pour le site de célébration qui sera ouvert au parc Georges Valmont à la Courneuve. Et donc le point un peu culminant de cette charte, c'est que sur le parc Georges Valmont à la Courneuve, on aura la caravane pendant l'entièreté du 25 juillet au 11 août. La caravane de lutte contre les discriminations sera dans le parc pour sensibiliser tous les usagers et usagères. Et on aura également une safe zone, une zone de sûreté en français, qui a pour objectif les soirs de concert de pouvoir accueillir toute personne qui aurait pu être victime de violences, de comportements inadéquats ou de discrimination. Et l'idée c'est vraiment avec une association partenaire qui s'appelle Cluster, qui sera là avec une psychologue et un médiateur et une médiatrice spécialisée dans les luttes contre les violences sexistes et sexuelles et les LGBT-phobies et la lutte contre le racisme également, de pouvoir avoir un lieu d'accueil pour toute personne qui aurait pu vivre
de la chose entre guillemets la plus anodine, même si c'est jamais anodin, une blague, jusqu'à les violences les plus graves avec une coordination sur le site. Voilà. C'est un lieu qui va être un lieu de concert avec énormément de programmations diverses et variées. On va accueillir un public très large, familial, mais aussi des plus jeunes pour les soirs de concert. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à n'importe qui se sentira en difficulté sur le site d'avoir un lieu de sûreté et de recours pour ne pas être seul face aux discriminations ou aux violences qui pourraient suivre. Voilà. Merci. Du coup, on va passer aux questions. Et donc, si jamais vous voulez poser une question, Fanny circule avec le micro. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, pouvoir public, je suis élu à la santé, à la ville d'Aubervilliers, donc je porte avec mes deux camarades le sujet des LGBTQIA+, sur la ville. Et la première fois qu'on en a parlé, en fait, avec les services administratifs, ça a été de dire, est-ce que vous pensez que la population est prête, parce qu'on est Aubervilliers, à recevoir... oui, il ne faut pas que ce soit un sujet, justement. Pour que ce soit plus un sujet, il faut le sortir. Et en fait, la disruption des villes et des pouvoirs publics est hyper importante dans le fait de l'acceptation de l'autre différent, qu'il soit, peu importe, son orientation sexuelle ou son physique. Et en fait, plus on va sortir vers l'extérieur, à mon sens, c'est comme ça que je le vis, plus on sort vers l'extérieur et moins c'est un sujet en fait. Et du coup le sport et les discriminations, effectivement, ça, j'ai été surprise qu'on puisse, enfin surprise, en analysant, qu'on puisse être aussi invisible en tant qu'homosexuel, quel que soit son genre en fait. Voilà. Ça devrait être un bon sujet finalement. Effectivement, c'était pas une question, mais je vais quand même rebondir un peu dessus. En fait, le problème d'être invisible, en fait, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, on se posera toujours plein de questions là-dessus, on s'imaginera toujours plein de trucs. Je vais faire un parallèle. Moi, à 16 ans, j'ai vu Laura Flessel devenir la première championne olympique à l'épée. Jusque-là, en fait, ce que je voyais à la télé, assez souvent, c'était toujours le même type de profil, toujours très souvent des femmes blondes qui avaient un rôle assez précis d'ailleurs à la télé, ou des hommes, enfin voilà. Et dans le sport, j'avais des profils très masculins qui étaient toujours mis en avant. Et en fait, moi, à 16 ans, j'ai décidé que je serais médaillée olympique parce que j'ai vu quelqu'un qui me ressemblait, en fait, devenir la première championne olympique. Et ça a un impact. Aujourd'hui, on est aussi dans une société où parfois les médias, j'assume mon propos, ne prennent pas en fait leurs responsabilités par rapport à justement en fait par rapport à tout ça, et ça a un impact en fait sur les plus jeunes. Si on est dans son coin et qu'on se demande c'est bizarre, j'ai l'impression de ressentir quelque chose pour une femme, et qu'en fait on n'a aucun repère. Enfin, en Guadeloupe, je n'avais aucune personne, je pouvais m'identifier à personne, comme si l'homosexualité s'était juste arrêtée, vous savez, à la frontière ou à la plage, en fait, sur l'île, c'est quand même monstrueux. Et dans le sport, pareil, il y a de l'homosexualité ailleurs, mais apparemment pas non plus dans le sport, quoi. Et on a besoin de s'identifier quand on est ado, d'avoir des repères, des profils, et l'invisibilité, justement, a aussi cet impact-là sur le fait de grandir en tant qu'ado et futurs parents, peut-être, oui ou non d'ailleurs, c'est pas une obligation, et futurs adultes, mais aussi très certainement futurs votants, ou pas aussi, mais ça a un impact sur la société de demain, en fait. Et donc, voilà.
cette intervention. J'aurais une question pour vous. Ce serait par rapport à votre choix de club sportif. Pourquoi l'escrime et la boxe, pardon. Et aussi, lorsque vous avez interrogé les maîtres d'armes par rapport à leur méthodologie d'apprentissage en fonction des genres, est-ce qu'ils ont fait une différence en fonction des armes? Parce qu'il me semble qu'en escrime, il y a des armes qui sont considérées comme un peu plus bourrines que d'autres. Je pense au sabre, par exemple. Voilà. Alors, pour la boxe et l'escrime, pourquoi? Alors déjà, c'est pour des impératifs méthodologiques et très pragmatiques. C'est qu'il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc, je voulais avoir les mêmes types de sports de combat, rester dans le même sport individuel, sport de combat, et pouvoir comparer les deux dans les deux associations sportives. Et aussi pour des raisons pragmatiques, je suis entrée là où il y avait de la lumière aussi, tout simplement. C'était post-Covid, compliqué, donc j'ai cherché deux assos, j'ai demandé où est-ce que je peux, où est-ce qu'on veut bien m'accueillir. J'ai vu là où il y avait une correspondance, et voilà. Et en même temps, ça m'allait bien parce que c'était des sports vraiment connotés très fortement masculins. Donc ça m'intéressait aussi, lié à cet héritage dont je vous parlais tout à l'heure, sexiste, ça m'intéressait. Pour ce qui est des différences d'armes, alors ça ce serait peut-être plus toi qui aurais des choses à dire spécifiquement. Eux n'ont pas parlé, en fait ils faisaient un peu, ça dépend des assos, il y en avait une je crois qui ne faisait pas le sabre et une autre qui le faisait. Mais effectivement, de ce que j'ai compris, le sabre est une arme plus engagée physiquement. Mais j'ai pas remarqué de grosses distinctions dans leurs propos selon les armes. C'est vrai que le sabre est considéré, beaucoup de personnes disent que c'est une arme. En fait, oui, c'est un peu plus engageant physiquement. Mais ça déplace pas le problème, ça déplace un peu le problème, mais le problème est toujours là. Il y a toujours des propos et des comportements sexistes. Les hommes sont plus forts, plus puissants, et donc du coup ont une escrime qui est préparée, que ce soit le sabreur, le fleurettiste ou l'épéiste, qui est effectivement plus physique. Et même en tant que sabreuse, une sabreuse, même si elle sera plus engagée physiquement qu'une fleurettiste, là justement on imagine que c'est très intellectuel, avec la posture et tout, franchement on se croirait encore au XVIIe siècle. Et en fait, même là, il y aura une différence entre la sabreuse et le sabreur. Donc entre les armes il y a une différence, mais le problème lié au genre reste le même quelle que soit l'arme. Merci beaucoup. Je suis pas censé poser de questions, mais finalement. J'en pose une, mais peut-être pour toi, Louis, mais vous pourrez aussi répondre. Je m'interrogeais sur le facteur territorial de l'acceptation de l'homosexualité. Tu disais que c'est quelque chose qui t'avait beaucoup intéressé. C'est sur ça que je concentre moi essentiellement mes recherches. Est-ce que dans les clubs du 93 que tu as étudié, il y a quelque chose qui liait l'homosexualité au 93 ou un refus de cette homosexualité au 93, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la classe qui était dans les classes populaires où on ne peut pas parler d'homosexualité, où elle est plus invisible, ou c'était plutôt dans le 93 ça n'existe pas, ou c'était un mélange des deux? Je sais pas si ma question est claire. Je te demanderai peut-être de la reconfirmer, mais je dirais que c'est un mélange des deux. L'homosexualité, ça n'existe pas dans ce département. Je dirais pas tant dans le département, c'est que dans les propos, en fait, de fait, c'est ce que j'ai aperçu. Je me souviens d'un boxeur qui m'a clairement dit ça, c'est dans les films. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour le coup, il y avait vraiment une invisibilisation totale dans la salle de boxe où j'ai enquêté. Non, l'escrime, peut-être qu'il y en a un qui va me dire j'en connais, et en vrai, je ne suis même pas certaine. Donc oui, il y a quand même quelque chose d'assez spécifique. Après, pour moi, c'est un mélange de classe sociale et de religion, mais dans l'idée de... c'était assez lié à ce que vous disiez tout à l'heure,
sur le fait qu'il y avait quand même en tout cas dans cette salle de boxe, une forte appartenance majoritaire à la religion musulmane, et donc des normes de pudeur associées, mais qui valaient autant pour l'hétérosexualité que pour l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'amour même, et on ne parle pas de sexualité. Donc, d'une certaine manière, à la fois ça laisse libre l'intégration, parce que c'est pas un sujet, c'est un non-sujet, donc on est libre de s'intégrer comme on le veut, on n'y prête pas attention. Au même titre que la religion d'ailleurs, ça c'est quelque chose, c'est des identités religieuses privatisées, de ce que j'ai pu apercevoir, donc autant l'homosexualité que son appartenance religieuse, c'est pas un sujet à la salle de boxe. Par contre, ce qu'on peut quand même apercevoir, c'est que pour des populations qui sont historiquement marquées par l'expérience du placard, ça n'a quand même pas la même implication que de taire la dimension sexuelle et conjugale de son identité, parce que la visibiliser assure derrière la reconnaissance sociale. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu. Si, t'as bien répondu, et en plus, c'est exactement ce que je retrouve dans mes propres terrains de recherche. C'est bien, c'est rassurant. Ouais, clairement. Nous deux. Est-ce que je m'autorise une deuxième question ou bien... Non, mais cette fois-ci, elle était peut-être pour toutes les deux. Je m'interrogeais sur la place des rires. Enfin, moi, je sais que par exemple, en ayant des rires, pardon, excusez-moi, je suis très fatigué, je rentre pour une semaine intense. Moi, je sais que justement, sur mes propres terrains, j'ai l'impression que l'humour est utilisé pour accepter les gays du quartier, en gros, concrètement, quoi. Et notamment moi, par exemple, et les autres. Donc, ça va passer par un humour très insultant, comme tu le disais, ou une culture de la vanne très présente dans les quartiers, mais de fait, il y a une acceptation tacite de son homosexualité et de leur homosexualité qui est en fait questionnée par le prisme de l'humour, mais qui à aucun moment n'est remise en question ou va l'exclure du groupe de potes. Donc je sais pas si c'est aussi quelque chose qui peut se retrouver dans le sport. Allez, je sais pas à nouveau si j'étais clair, si je le suis pas, je reformule. Ce qui m'étonne juste, moi ce que j'ai vu, c'était vraiment les rires dans le dos, il y a les deux. Il y a les rires qui sont faits, donc qui tournent autour de cette fameuse présomption d'hétérosexualité et qui vont sanctionner toujours des pratiques éloignées de la virilité. Donc j'ai l'exemple par exemple d'une anecdote qui m'avait été rapportée d'un boxeur qui avait porté un string rose et ça s'était vu, et donc du coup voilà, il s'était fait vanner à outrance et ils en parlaient encore aujourd'hui et ça les avait fait rire. Mais donc du coup ça bloque aussi les expressions de genre alternatives, on dira. Et par contre, j'ai aussi vu des rires faits dans le dos concernant plutôt des lesbiennes, mais parce qu'on les respecte. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois on rit du fait qu'elles dérogent aux normes classiques de la féminité, et en même temps, comme c'est ce qui est attendu dans cet espace-là, où on va vraiment hiérarchiser le masculin et le féminin n'a pas sa place dans cet espace, le féminin est vraiment dévalorisé, quoi. Du coup, cette femme-là, qui transgressait vraiment, qui performait une masculinité dominante et qui se trouvait aussi être lesbienne, était moquée, mais respectée en même temps. Et vraiment, cette phrase m'a été dite, quand elle n'était pas là, on la vanne, mais quand elle est là, voilà, ça va pas parce qu'on la respecte. C'est exactement ça en fait, c'est fou, mais il y a effectivement la vanne dans la vie de tous les jours, les poteaux, la cité, la vie, tout ce que tu veux, mais effectivement dans la salle d'escrime, on a plutôt tendance à respecter en fait presque l'ordre établi en fait, la plus forte, ensuite ses coéquipières, etc. Par contre, une fois que la personne n'est plus là, effectivement, on la vanne jusqu'à parfois, des fois il y a un peu même à la destruction en fait, quand on n'arrive pas à prendre sa place. Donc là c'est encore un autre sujet. Et il y a encore un truc, pour revenir à la question d'avant, où je lis en fait la réponse à cette question d'avant.
pour avoir été. Alors, l'escrime, encore une fois, c'est un sport qui, à la base, est quand même un sport bourgeois, enfin, il est quand même assez élitiste. Il était réservé à une population assez friquée, quoi, avant, concrètement. Et il existe encore des clubs assez. Je ne sais pas trop comment le dire, mais où on sent que ça sent encore un petit peu le fric, quoi, concrètement, comme le Racing ou autre, le Racing Club de France et autres. Et sans prendre l'exemple du Racing, parce que pour le coup, c'est pas vraiment le cas, mais en fait, on retrouve en fait ce truc de la personne homosexuelle, on l'invisibilise et on la regarde de manière un peu. Enfin, elle n'a rien à faire là en fait. On pratique l'escrime, c'est un sport noble, c'est beau, on est habillé en blanc, c'est magique, etc. Il n'est pas censé y avoir d'homosexuel. Donc, déjà, juste par le regard et le comportement, on sait bien qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, enfin, nous ne sommes pas les bienvenus. Et pour le coup, alors, ce qui se passe derrière, je ne sais pas, parce que là, pour le coup, il est impossible de savoir ce qui se passe, mais on sait que c'est trash. Voilà. Et justement, plus dans un sport encore élitiste, quand on se rapproche de certains arrondissements, plus les arrondissements sont friqués, vraiment, et où ce sport qui est déjà élitiste, et plus les comportements sont hard, et quand même, et ce qui est fou, parce que c'est vraiment une violence silencieuse, en fait. Et je pense que c'est la pire des violences, finalement. Elle est silencieuse en tout, dans le comportement, dans les mots, dans tout, en fait. Mais pourtant, elle est bel et bien hyper présente. Et silencieuse en tout. Bonsoir, moi c'est une question sur le sport. Enfin, on parlait des maîtres. Non, mais c'est pas trop sur les orientations sexuelles pour le coup, mais pourquoi il n'y a pas plus d'escrimeuses, maîtresses d'armes, avec toutes ces championnes qu'on a depuis 20 ans, ou voire 25 ans? Qu'est-ce qui bloque? Alors, je vais parler en mon nom, mais aussi de quelques collègues de ma génération. Je vais être aussi assez direct. On a hypermorphé en fait. Quand on est, en tant qu'escrimeuse, moi j'ai dû m'imposer. J'ai dû m'imposer dans les entraînements, alors avec les filles, etc. Ça marche. Mais m'imposer aussi avec les mecs et en m'entraînant d'une manière, avec un entraîneur qui m'entraînait comme un homme, c'est-à-dire pas comme un homme en fait, mais vraiment comme un athlète en fait, de la même manière que les athlètes hommes. Ça fait que j'avais un niveau qui était très fort et une femme n'est pas censée taper, alors ça c'est pas lié à l'escrime, mais il y a aussi plein de trucs de la société, mais une femme n'est pas censée taper un mec, et du coup il y avait une espèce de vengeance une vengeance qui était là en fait, qui s'appliquait. J'ai encore des traces, j'ai arrêté ma carrière avec 8 ans, j'ai reçu beaucoup de coups physiques mais aussi mentaux, parce que c'est pas comme ça que c'est censé se passer, et comme entre les deux corps en plus il y a des épées, donc autant vous dire qu'une épée ça fait vraiment mal, parce que ce qui est utilisé comme matériel de protection c'est le Kevlar, on retrouve dans les gilets pare-balles, et malgré ça il y a quand même des épées qui traversent, donc ça veut vraiment dire qu'il y a une volonté de faire mal à l'autre. Ce qui fait que quand vous avez morflé déjà aux entraînements tous les jours, parce que quand vous êtes pro, vous entraînez 6 heures par jour, tous les jours, ensuite vous devez en plus prendre la charge mentale de remettre en place vos coéquipiers quand vous êtes dans la même salle sur les blagues, les propos sexistes, bon on va parler de racisme, mais sexistes et homophobes, plus les entraîneurs que vous devez éduquer comme vos coéquipiers en leur disant en fait ça, tu peux pas te permettre de dire ça, parce que du coup ça amène aussi une posture différente chez l'autre, en fait ça l'impacte, ça lui fait mal, il se rend lui-même plus invisible, et du coup il a moins tendance à être fier de qui il est, et du coup même d'être plus performant en fait par la suite, plus la société, etc. En fait il y a juste un moment où vous avez envie de faire autre chose, vous n'avez pas... je ne dis pas que c'est le cas de toutes les anciennes escrimeuses, je parle vraiment de mes anciennes coéquipières. En fait, on a pris cher, quoi. On était tabassés quasi tous les jours. J'ai été sportif de haut niveau pendant 20 ans. Et plus la non-médiatisation, la non-visibilité, enfin, en fait, on a juste envie de faire autre chose. On a envie de sortir de ce milieu-là. C'est ça qui est fou, parce que ça reste notre passion. On reste là encore sur les jeux très proches des sportifs qui sont là. Plus les actions en justice qu'on a dû mener, parce que justement, en tant que médaillé olympique, on a le même salaire qu'un champion de France.
c'est quand même inadmissible. Ou les salaires qu'on a à un moment qui normalement sont censés monter, ou même si admettons qu'ils restent au même niveau mais pas censés diminuer, ou ne pas être payés juste parce qu'on est des femmes. Donc tout ça c'est moche, et tout ça, ça fait aussi qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui n'ont tout simplement pas envie de rester dans ce sport. Après, c'est aussi un sport de combat. En fait, la masculinité, elle est présente partout. Plus cette présomption d'hétérosexualité qui est là partout, en fait, c'est un peu étouffant. Voilà. Je vais aller un peu plus loin, mais ouais, c'est un ressenti, quoi. Puis aussi les envies de maternité aussi, Pardon ? Les envies de maternité, les grossesses, en même temps on passe aussi à autre chose. Alors, toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'une maternité, mais c'est vraiment pas le propos. Ouais, c'est vraiment pas le propos. D'autant plus qu'il y a des femmes athlètes qui sont enceintes, qui deviennent mères et qui reviennent en tant qu'athlètes. Donc c'est vraiment pas lié. Et encore une fois, on n'est pas toutes non plus obligés d'aller vers la maternité, effectivement. D'autant plus qu'il y a des femmes. Juste très rapidement, je rajouterais juste que j'ai entendu ce stéréotype véhiculé selon lequel ne peut être maître d'armes qu'un homme parce qu'il faut savoir tenir le truc et que ça c'est un homme seulement est en capacité de le faire. Une petite question. Abdel Chebert, directeur sur la Maison pour tous en Beaux-Arts, Sciences sociales. J'ai fait le lien avec votre recherche sur les deux sports, sont vraiment des sports nobles, comme ils le disent, la boxe anglaise est un sport noble comme l'escrime aussi. Oui. Comment ? J'ai mené mon enquête d'un côté en boxe anglaise, c'était dans la sous sportive plus huppée, on va dire, c'est pas étonnant. Mais dans la sous sportive en Seine-Saint-Denis, c'était de la boxe pied-point, par contre. Et c'est assez parlant d'ailleurs, parce qu'il y a des marquages de classe aussi des sports. Mais j'ai étudié aussi la boxe anglaise. Ah, d'accord. Parce que le sport pied-point aussi, après, c'est des sports pied-point. Et parce que moi, pendant des années, j'étais aussi dans le sport, mais de plus en plus, ces fédérations font beaucoup. Quand ils font beaucoup de choses, en termes de discrimination, etc., ils mettent l'accent quand ils forment leurs éducateurs sportifs autour de cette ce que j'ai vu par rapport à la boxe, soit la boxe ou le Muay Thai, c'était vraiment ils faisaient très attention parce que ils accompagnaient les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui comme vous disiez tout à l'heure, se moquent, etc. Et les éducateurs étaient formés vraiment pour qu'il y ait aussi cet accompagnement. C'est ce que je voulais rajouter. Bon, moi je suis aussi de la vieille école et c'est vrai qu'à l'époque c'était encore plus difficile. C'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était vraiment, je sais pas, je sais trouver des mots, mais je ne sais pas vraiment les trouver, mais à l'époque c'était très, très, très compliqué. Je suis, alors ça s'est vu manifestement sur mon visage, j'étais extrêmement surprise, effectivement que, alors je vais généraliser ce qui paraît une bonne chose, mais au final il n'y a pas tant que ça des fédérations, d'instances en fait. Et quand je parle d'instances, je parle aussi du comité olympique, je parle de... Enfin, même s'il y a des choses qui changent, encore une fois, le sport, c'est une bulle dans la société, on regarde bien dans la société, les femmes présidentes d'une boîte du CAC 40, il n'y en a pas tant que ça. On a eu une, et encore, il n'était pas, décisionnaire, parce qu'il fallait que l'homme soit décisionnaire, prenne la décision, valide sa décision. Donc, donc si on prend ce genre d'exemple, le sport fait partie de la société, et du coup, on a, comme une boîte du CAC 40, comme les fédérations, on a très peu de femmes qui sont dirigeantes, comme disait Louise, de ces instances, plus tout le sexisme, etc., qui se passe dans la société, qui vient aussi dans le sport, ça fait que en fait, on reproduit toujours ces mêmes schémas. Donc, en tant que sportive, et encore très engagée dans le milieu sportif,
je vais être vraiment clair, il n'y a pas énorme. Enfin, je trouve que les fédérations sont très en retard sur ce qu'elles sont censées faire, leur engagement auprès de leurs licenciés, au niveau de leur communication, auprès de l'éducation, en fait, même de leurs entraîneurs, surtout les entraîneurs nationaux, s'il vous plaît, en fait, en retard par rapport à la société. Bon, on est dans une société qui est en mouvement, qui n'est pas encore hyper clean. On voit tout ce qui se passe contre les transphobes, les trans ou autres. Et je suis pas totalement d'accord, en fait, du coup, avec ce que vous dites. Peut-être, par contre, dans certaines villes, mairies, il y a beaucoup d'associations qui forment leurs éducateurs, qui, eux, par contre, sont proches de leurs licenciés ou des élèves. Mais c'est vrai que dans les fédérations, en l'occurrence les fédérations olympiques, on a énormément de retard. Je vais vous prendre un exemple, mais vraiment un exemple basique. Dans le foot, on est d'accord, il y a un homo en activité, je crois qu'il est anglais, parce qu'il y en a pas en France, bien évidemment. Et il y en a un français qui, du coup, est retraité. Donc, quand même, ce sont des tout petits pays, avec très peu de pratiquants, a priori. On a des athlètes non hétérosexuels qui, comme Griezmann par exemple, qui prennent la défense de sportifs, de footballeurs homosexuels en disant effectivement j'en connais, mais vraiment c'est inadmissible qu'ils ne puissent pas être plus visibilisés, etc. Et puis qu'ils soient obligés de se cacher et qui finalement disent juste ça, et c'est bien déjà c'est un bon début, mais qui au final ne prennent pas plus d'engagement que ça. Parce que ils ont peur de perdre des sponsors, de perdre l'occasion de gagner peut-être plus de fric aussi. Et puis peut-être, on ne sait pas, il y a beaucoup de sportifs qui finissent leur carrière au Qatar, donc avec tout ce que ça implique. Et que peut-être prendre vraiment position, comme l'a fait Griezmann, c'est le seul à l'avoir fait avec Lilian Thuram, qui lui est retraité, mais en carrière, Griezmann c'est le seul, qui est quand même Griezmann, vous vous rendez compte de l'impact qu'a ce mec, c'est quand même un des seuls à pouvoir faire ça, quoi. Et alors j'entends, moi aussi, peut-être que j'aurais voulu finir ma carrière et gagner plein de millions, en tout cas pas au Qatar, ça c'est sûr. Mais si même un mec comme ça ne peut pas être plus soutenu que ça, sur un sujet qui est aussi important que celui-ci, je pense que ça en dit quand même hyper long sur l'état en ce moment. Deux phrases, vraiment, je vais aller très vite. Mais c'est aussi cette invisibilisation et cette difficulté tu disais aussi que le coming out n'était pas forcément, t'avais pas envie de le promouvoir non plus, mais les modèles de rôle, tu disais aussi que c'était quelque chose qui pouvait vraiment aider les sportifs homosexuels. On a un attachement à une tradition universaliste et républicaine qui consiste à ignorer les spécificités individuelles, et c'est aussi pour cette raison qu'on retrouve peu de sportifs en France qui déclarent leur orientation sexuelle. On considère que c'est le lieu de l'intime et que ça n'a pas sa place dans le sport, alors qu'on le sait, l'intime est politique aussi et ça mérite que ce soit visibilisé, mais c'est aussi pour ça que dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup plus cette culture de s'assumer comme fierté LGBT et de mettre en avant l'aspect politique, quoi. Je voulais juste rajouter, parce que c'est vrai que sur l'accompagnement des clubs, il y a beaucoup à faire. Nous, on essaye de proposer aux associations sportives du 93 des formations, mais on a encore du mal à faire venir les associations aux formations. Elles sont assez peu nombreuses, les associations sportives, alors que par ailleurs, on voit qu'il y a des besoins, qu'il y a des demandes, etc. Donc c'est vrai que c'est un gros questionnement de comment est-ce que dans les fédérations, les clubs, les assos, on peut donner le temps aussi, parce que c'est des personnes souvent qui sont ou alors qui ont des rythmes qui sont très prenants, et donc c'est pas toujours possible pour aller se libérer en plus pour d'autres formations, mais voilà, il y a cette question-là qui se pose. Et juste pour les petites lueurs d'espoir, je ne sais pas si ça suffit, mais depuis 2023, il y a une obligation nationale pour toutes les compagnies d'art du spectacle d'avoir des référentes ou référents sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et
Et donc on peut espérer que petit à petit, les autres ministères du coup s'en inspirent. Si ces associations ne prouvent pas, ces compagnies ne prouvent pas qu'elles ont ces référents, elles ne peuvent pas avoir accès aux subventions. Et là, dans le monde de la danse, je vous assure que c'est l'explosion. Enfin, je travaille beaucoup avec des compagnies de danse au théâtre.